Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette émission, le sujet des femmes dans l'industrie, un sujet au cœur des enjeux de l'entreprise et de la société, avec cette question essentielle. Pourquoi aussi peu de femmes dans ce secteur et comment fait-on pour changer les choses? Nous allons aborder des questions très concrètes. Comment accroître l'emploi féminin dans les usines, attirer les compétences, augmenter le nombre de jeunes filles en formation. Et bien sûr, on se penchera sur les actions et les engagements de Prysmian Group, très investis sur ce thème. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Sandrine Rose, vous êtes directrice du site industriel de Charvieux chez Prysmian Group, près de Lyon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et à vos côtés, Patrick Gaillard, directeur avant-vente et implémentation chez Manpower. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, je vous donne un chiffre qui dit tout, 35%. C'est la proportion de jeunes femmes dans le monde qui font des études supérieures dans les filières scientifiques et technique. C'est un chiffre de l'UNESCO, 35%. On est donc loin de la parité dans la formation supérieure. Et si on regarde les choses dans le détail, c'est préoccupant parce que juste avant les études supérieures, au niveau de la terminale, la parité existe bel et bien dans les classes scientifiques. Il y a autant de filles que de garçons. Cela veut donc dire qu'une partie du chemin a été faite par le système éducatif, mais qu'ensuite les jeunes filles s'en détournent. Et pourtant, les filières scientifiques et techniques sont des tremplins vers l'emploi. Elles débouchent sur des carrières où il y a beaucoup d'innovation, où la croissance inclusive est un objectif partagé, où l'on se préoccupe de développement durable et bien sûr, les femmes y ont absolument toute leur place. Quelques exemples pour le souligner. Est-ce que vous savez que ce sont des chercheuses qui ont été à l'origine de découvertes majeures contre le coronavirus? Ce sont des femmes qui ont fait progresser la connaissance sur le Covid, sur sa propagation, et qui ont permis la création des tests, la découverte des vaccins. On peut citer la professeure Sarah Gilbert, qui a développé le vaccin Oxford AstraZeneca. Et puis, si on remonte dans le temps, il y a bien des femmes qui ont marqué l'histoire scientifique. On pense à Marie Curie, ou plus près de nous, Anne Chopinet, première femme ingénieure à être sortie major de l'école polytechnique. Ou encore Elisabeth Delval, directrice du programme de véhicules électriques Zoé chez Renault, pour ne citer que quelques exemples tricolores. En disant tout cela, l'intégration des femmes dans l'industrie n'est pas seulement un enjeu de société, c'est aussi un impératif économique, un impératif de compétitivité, parce que les entreprises ont besoin, un besoin vital, d'attirer tous les talents. Et c'est bien le cas pour le groupe Prysmian. La lutte contre les disparités de genre, pour la promotion des femmes dans les domaines scientifiques et techniques, figure parmi les défis prioritaires que Prysmian Group entend relever aujourd'hui, parce que, comme la plupart des entreprises industrielles, le groupe Prysmian a une forte proportion de salariés qui ont des qualifications qu'on appelle STEM dans le jargon de la formation, STEM, S-T-E-M, pour sciences, techniques, engineering et mathématiques. Le groupe a une politique volontariste avec des programmes spécifiques qui s'appellent STEM Meet ou Women in STEM. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et Prysmian Group s'est fixé des objectifs très ambitieux, j'en cite deux: aller vers la parité dans les nouvelles embauches ou avoir au moins 30% de postes de direction occupés par des femmes à l'horizon 2030. Alors comment cela se passe-t-il au quotidien? Sans plus attendre, nous voudrions écouter votre exemple, Sandrine Rose. Sandrine, vous dirigez le site de Charvieux, spécialisé dans la fabrication de câbles domestiques rigides, un site qui emploie 120 salariés et produit quelques 21 000 tonnes de câbles par an. Vous êtes aussi chez Prysmian Group la seule femme directrice d'un site industriel en Europe du Sud. Il y en a dans d'autres régions. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre métier et nous donner un aperçu de vos journées? Effectivement, donc, vous l'avez dit, je dirige une usine à côté de Lyon, un site industriel, donc manufacturier par excellence. Et donc j'ai des journées bien remplies, c'est tout sauf sédentaire. Je passe beaucoup de temps en mode tour de contrôle ou je dirais capitaine d'équipe. C'est très collectif, donc j'aime bien l'analogie avec le monde du sport. On a des hauts, on a des bas, il faut motiver les équipes, créer du lien, redonner du sens aussi à nos actions. Donc je passe beaucoup de temps avec les gens pour leur expliquer, décider parfois ou faire face à des dysfonctionnements. Donc les journées sont mouvementées, oui, effectivement. Et avec qui travaillez-vous?
Donc, je travaille aussi bien avec la direction, les fonctions support. Donc, c'est plutôt du reporting avec des instances qui sont assez structurées, des rendez-vous réguliers et donc une obligation en fait de ma part de rendre compte sur les résultats. Et puis, au quotidien, c'est beaucoup plus terre à terre. Je vais auprès des gens, je m'active dans l'usine avec mon gilet jaune. On me voit un petit peu partout. J'essaye de passer beaucoup de temps avec les gens. Donc, je leur parle et je leur explique les choses le plus souvent possible. Quel est votre parcours personnel? Comment devient-on directrice d'usine? Alors, comment on devient directrice d'usine? D'abord, on passe un bac scientifique. C'est vrai que j'ai fait des études scientifiques. J'ai choisi un bac C à l'époque. Maintenant, c'est l'équivalent du bac S, je crois, option maths. Et j'ai fait des études d'ingénieur derrière. Donc, voilà, je suis ingénieure en génie mécanique de formation. Et puis après, je suis partie à l'étranger. J'ai suivi mon mari en coopération. J'ai intégré des entreprises industrielles manufacturières dès le départ. Donc, j'ai fait de la supply chain pour commencer. Et puis, le hasard a voulu un jour que le directeur de site de mon usine cède sa place et on m'a proposé le poste. Et pour vous, aller dans l'industrie, c'était un choix ou un hasard? Non, ce n'est pas vraiment un hasard. J'ai toujours été curieuse. Scientifiquement, j'aime bien comprendre les choses qui m'entourent. Donc oui, je pense que sans être dans la caricature, j'ai toujours eu une appétence pour les matières scientifiques. Donc oui, l'industrie. Après quoi dans l'industrie? Pas précisément. Et d'après vous, qu'est-ce qu'apporte le management d'une femme dans des équipes qui sont essentiellement masculines? Alors déjà, je ne suis pas toute seule, heureusement. Il y a beaucoup de femmes autour de moi et chez Prysmian en particulier. Après, oui, c'est de l'écoute. Je pense qu'on est plus respectueux les uns des autres. On passe plus de temps à prendre le temps de réfléchir avant de dire quelque chose et à chercher des compromis. Donc, à mon avis, c'est plus paisible comme relation et ça fonctionne très très bien et ça donne de beaux résultats. Je me tourne maintenant vers vous, Patrick. Vous êtes directeur avant-vente et implémentation de l'entité Talent Solutions chez Manpower. Vous conseillez et accompagnez les entreprises dans leur démarche de recrutement, intégration et gestion des talents, de plus en plus complexes à mesure que le rythme des transformations s'accélère à l'échelle mondiale. Est-ce que vous constatez une évolution des mentalités de vos clients industriels concernant le recrutement des femmes? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, au quotidien, j'accompagne les clients dans les transformations et dans les actions de recrutement qu'ils réalisent. Quel constat on fait? On a une rareté des compétences aujourd'hui. Où les trouver, évidemment, sur l'ensemble du vivier de compétences existant sur le marché. Et donc, évidemment, comment ne pas occulter le marché des compétences féminines. Nécessairement, allons les chercher. Donc, tout le monde, aujourd'hui, on est bien conscient. Tout le monde souhaite aussi, évidemment, aller rechercher des compétences du côté féminin. Et y compris donc dans le secteur industriel. Et évidemment, dans le secteur industriel et dans les matières scientifiques au sens large, bien sûr. Et alors du coup, comment recrutez-vous des femmes pour ce type de poste? Qu'est-ce qui fait qu'une femme va être attirée par une proposition d'emploi dans le domaine industriel? Qu'est-ce qu'on constate? Évidemment, il faut des référents. Il faut créer des moyens de permettre aux femmes de se projeter dans les filières industrielles et scientifiques. Il faut finalement créer des moyens pour les personnes de s'inscrire dans une carrière dans l'industrie, de les faire comprendre que finalement les biais auxquels ils sont confrontés aujourd'hui par la nature même des métiers industriels soient effacés finalement, et donc les rassurer sur cette capacité-là, les inscrire dans ces projets, dans ces carrières, et donc effectivement les rassurer sur le contenu des postes, leur rappeler que les moyens technologiques actuels permettent finalement de compenser certaines fragilités que les femmes pouvaient ressentir par le passé, et donc pouvoir finalement s'inscrire dans la continuité dans les carrières. Et est-ce qu'il y a des actions spécifiques à mener dans ce sens? Bien sûr, commençons déjà par la formation dans les filières lycéennes, par exemple. Dès le lycée, dès le collège, c'est les actions que réalisent la plupart de nos clients. C'est informer sur ces métiers-là, c'est rassurer sur le fait que les matières scientifiques, ce n'est pas nécessairement compliqué pour une femme. C'est leur rappeler que aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble des moyens mis à disposition permettent de s'inscrire dans ces carrières. Et d'après votre expérience, quels sont les freins qui sont exprimés par les femmes au moment de postuler pour un poste à responsabilité dans le milieu industriel? Bon, le biais, il est connu de tous, je pense. Évidemment, une femme, par nature, peut penser que les métiers de l'industrie sont plutôt des métiers d'hommes, qu'elles n'auront pas la force physique, peut-être, de réussir dans ces filières-là.
n'auront pas finalement la capacité à s'inscrire dans un milieu d'hommes. Être la seule femme parmi une équipe masculine, évidemment, ça peut être un frein, évidemment, en amont de la carrière. Donc tout cela, ce sont des biais très connus aujourd'hui, sur lesquels effectivement il faut travailler, il faut accompagner, il faut informer et rassurer, encore une fois, permettre aux femmes de se projeter dans ces filières et les accompagner pour finalement leur permettre de réussir dans ces carrières. Et vous, Sandrine, vous avez rencontré, surmonté des obstacles lors de votre parcours? Ça serait mentir qu'on n'en rencontre pas, bien évidemment, mais j'ai quand même plutôt fait des belles rencontres. J'ai eu des mentors, des messieurs qui m'ont transmis, parce qu'effectivement, j'ai côtoyé plutôt plus d'hommes dans mon environnement professionnel. Mais oui, il y a toujours quelques personnes qui vous rabaissent ou qui n'arrivent pas à se positionner finalement par rapport à vous et qui ne se remettent pas en question. Mais c'est de plus en plus des cas isolés, et en tout cas rien qui ait freiné ma motivation. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous propose de découvrir d'autres témoignages, ceux d'Alexandra et de Céline, sur leur quotidien au sein de Prysmian Group et plus généralement dans un environnement industriel. C'est bon, là, ça va? Allez, on s'assoit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alexandra Aublé, chef d'équipe au CC3 depuis 2 ans, sinon ça fait 4 ans que je suis chez Prysmian. Avant, j'étais chef d'équipe aussi dans une usine automobile pendant 10 ans. Bonjour, Céline Grabert, du coup je suis chez Prysmian Paron. Donc je suis arrivée fin avril, après 15 ans dans l'industrie diverse comme responsable maintenance. Mes missions en tant que chef d'équipe sont de garantir la fabrication du câble et de faire respecter tout ce qui est hygiène, qualité, environnement. Et de mon côté, c'est d'animer le service maintenance afin que la production elle puisse faire son travail et assurer ses volumes de production derrière. Donc faire en sorte que toutes les machines du site fonctionnent au bon moment. Le Madja, je suis une équipe de 18 personnes, donc 18 hommes. Mais bon, après, j'ai toujours eu l'habitude de manager des hommes, donc voilà. Et 18 personnes également pour l'équipe maintenance de Paron, donc également que des hommes, à part une intérimaire pour la partie approvisionnement. Mais de la même manière, je fais ça depuis toujours et ça pose aucun souci. Ça n'a jamais posé de frein dans ma carrière. C'est presque un biais de communication plus évident d'être une femme parce que les gens sont plus ouverts et curieux. Donc ça ouvre la communication plus facilement. On va dire qu'on écoute un petit peu mieux les femmes peut-être. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est tout ce qui est management. Donc du coup, gérer mon équipe, aider mon équipe au mieux pour qu'on puisse... c'est un challenge. Moi, ce qui me passionne, c'est la grande technicité du métier et l'approche humaine qui est derrière avec l'animation d'équipe. Chaque jour est différent et c'est ça qui est passionnant. Non, c'est pas difficile d'être une femme chez Prysmian. À partir du moment où on est motivé et qu'on est positif, on peut y arriver. Autant que les hommes. Autant que les hommes. Je suis complètement d'accord. C'est finalement assez facile. L'intégration se passe naturellement. Voilà, passer peut-être une période de curiosité de la part des équipes masculines. Sinon, ça se passe toujours très bien. Mais c'est vrai ailleurs aussi, il n'y a vraiment pas de souci. Une femme qui n'oserait pas venir ici, non, c'est dommage. Finalement, je lui dirais que c'est très dommage. Elle rate une belle expérience humaine, finalement. Parce qu'une femme, il n'y a rien de compliqué dans une entreprise. Il faut juste être motivé et positif. Et avec les gens qui nous entourent, on y arrive. Une femme qui a envie, elle peut réussir aussi bien qu'un homme dans ce genre de milieu-là. Donc, s'il y a de la motivation et de l'envie, il faut au moins tenter pour savoir de quoi on parle. Et voilà, par expérience personnelle, jusqu'ici, ça s'est très bien passé. Non, c'est pas difficile. Quand on a envie, c'est pas difficile pour une femme. Pour avoir une petite anecdote que je trouve toujours assez amusante, c'est un petit peu, selon la publicité, préjugé numéro 1, les femmes sont des concierges. Bon, après avoir vécu l'industrie sous diverses facettes, je dirais que non, c'est faux. Les hommes le sont aussi et c'est assez drôle au quotidien. Je suis arrivée au début, les réunions qu'on faisait, les gars justement disaient toujours bonjour les gars et pas forcément bonjour messieurs et mesdames. Et puis au fil du temps, ça s'est passé, quoi. Pour conclure, nous chez Prysmian, on a encore beaucoup de parcours à faire et on aimerait bien intégrer beaucoup de femmes. Donc venez, on vous attend. Non, une belle intégration, ça fait peu de temps que je suis là, mais effectivement, une femme a toute sa place ici. Mais ce n'est pas qu'une question de femme, c'est une question de personne, c'est une question de valeur, de personnalité, donc voilà, tout le monde a sa place. Comme nous venons de le voir, les témoignages d'Alexandra et Céline lèvent des préjugés sur la place des femmes dans l'industrie. En fin de compte, elles expliquent toutes les deux
que c'est avant tout une question de valeur et de personnalité. Elles sont conscientes qu'il y a encore du chemin à parcourir pour inciter les jeunes filles à oser pousser les portes des usines. Et je reviens vers vous, Sandrine. Quel métier imaginiez-vous faire lorsque vous étiez au lycée? Je n'avais pas d'idée précise et je pense que la majorité de nos jeunes filles lycéennes sont dans le même état d'esprit. Donc voilà, quelque chose de scientifique, le génie humain pour produire, livrer un objet me fascinait, les avions, les trains, voilà. Mais je n'avais pas d'idée vraiment très très concrète et jusqu'à la fin de mes études, en fait, j'avais aucune idée. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes filles qui voudraient s'orienter dans les filières scientifiques ou techniques ou vers l'industrie? Je leur dis de suivre leur instinct, de ne pas se mettre de barrières ni de limites, qu'il n'y a aucune raison qu'elles n'aient pas de la réussite à partir du moment où elles ont envie de faire ça et qu'elles aiment effectivement les milieux techniques et technologiques au sens large. Chez Prysmian Group, il y a des programmes pour attirer les talents féminins? Oui, il y a des programmes et on a une vraie volonté avec une ambition forte en termes d'effectifs féminins à terme. Et donc oui, STEMit, c'est plus généralement les métiers techniques. Et Women in STEM, c'est vraiment le soutien des talents en interne dans ce domaine de la technique au sens large que nous souhaitons développer au maximum. Patrick, je voudrais revenir sur la formation. Qu'est-ce qui fait que les jeunes filles ne vont pas spontanément vers les filières ou les postes scientifiques? Qu'est-ce qu'on observe au niveau des études supérieures? Ce qu'on observe, c'est un petit peu de la réticence finalement à se retrouver dans des campus avec une large majorité d'hommes, de se retrouver à suivre un cursus finalement dans des matières qui sont peut-être plus rébarbatives. Et je suis ingénieur, hein. Rébarbatives que peuvent l'être d'autres matières pour les femmes peut-être. Et évidemment, encore une fois, là, le manque de visibilité, le manque de vision sur les carrières professionnelles dans l'industrie et de manière générale dans les matières scientifiques par la suite. C'est clairement les freins qu'on identifie aujourd'hui. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a des initiatives qu'on peut citer pour attirer davantage de talents féminins, que ce soit des initiatives à l'intérieur de l'entreprise ou en extérieur? Bien sûr. Alors aujourd'hui, comment attirer les femmes? En tout cas, c'est ce qu'on observe, hein. C'est des initiatives qui sont menées par la plupart des grands groupes aujourd'hui, aussi encouragées par les institutions en France et dans le monde d'ailleurs. Évidemment, ça se décline selon trois dimensions, je dirais. La première dimension, c'est l'attractivité des femmes dans ces filières-là. Donc encore une fois, ça passe par de l'information, par la capacité à permettre aux femmes de se projeter finalement dans des carrières industrielles dès le lycée, dès les filières universitaires. Deuxième sujet, c'est évidemment à partir du moment où les personnes sont en place dans l'organisation, c'est de rester dans l'organisation, donc de mettre en place finalement une capacité, de leur permettre de s'inscrire finalement dans l'entreprise, dans ces métiers-là, peut-être en mesurant finalement et en démontrant que l'ensemble des actions qui sont menées pour encourager la féminisation de ces filières, elles sont réalisées, elles sont réelles, de démontrer un certain nombre d'actions autour de l'équilibre homme-femme, de l'équilibre sur les salaires évidemment, de l'équilibre au niveau de la répartition du temps de travail, etc. etc. Donc de prendre en compte finalement des dimensions qui malheureusement intéressent plus les femmes que les hommes, mais qui de manière générale vont évidemment continuer à se développer. Et troisième volet, c'est évidemment la carrière en tant que telle. Pousser, créer des référents dans l'organisation que vont suivre, qui vont travailler avec les femmes dans les entreprises pour se développer, pour obtenir la promotion, pour être identifié dans l'organisation. Donc ça passe par du mentorat, ça passe par des communautés féminines dans l'organisation qui vont aussi bien entendu mêler un certain nombre d'hommes, hein, évidemment. Et de manière générale, ça passe aussi par de l'acculturation dans l'entreprise. Comment rassurer, en tout cas, comment créer le changement. Et créer le changement, ça passe toujours par de la sensibilisation, par de l'information, par un changement plus ou moins rapide des modes de fonctionnement et des habitudes. Et selon votre expérience, Sandrine, qu'est-ce qui peut faire concrètement changer les choses? Comme vous l'aviez dit, le progrès technologique aussi, qui fait tomber un peu les barrières des problèmes qui étaient liés à la force physique. On pouvait s'inquiéter de savoir si on allait être capable physiquement en fait, de faire un métier masculin. Je pense à quelqu'un qui conduit un bus aujourd'hui, grâce à la direction assistée, on ne se pose même plus la question. Mais avant, on avait cette limite vraiment très très forte et la réalisation physique était une forme de prouesse et de reconnaissance en fait, dans la réalisation
professionnel. Aujourd'hui, les femmes, elles apportent peut-être justement autre chose. Donc, moi, j'ai confiance dans le progrès pour nous donner plus de conditions de travail qui permettent l'inclusion et qui, en fait, favorisent la féminisation des postes dans les usines. Et Sandrine, dans l'autre sens, est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'intégrer des femmes favorise l'innovation et la créativité dans l'industrie? Oui, je suis convaincue que les femmes apportent un point de vue différent et que la symbiose des deux fait naître des belles choses. Et aujourd'hui, on parle d'environnement, de sécurité, d'enjeux sociétaux. On englobe beaucoup plus de choses que juste la réalisation en fait, du produit. Donc, à mon avis, les femmes et les hommes ensemble, hein, bien sûr, font nourrir ce projet de faire grandir quelque chose de neuf et d'affronter l'avenir avec plus de sérénité. Et Patrick, vous qui côtoyez beaucoup d'entreprises différentes, est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques chez vos clients que vous pouvez nous partager dans ce domaine? Comme je l'évoquais un petit peu, on parle effectivement d'attirer les femmes, donc ça passe par la présentation des filières possibles, ça passe par la création de référents, ça passe par la création de communautés féminines dans l'entreprise ou en collaboration avec d'autres organisations sur le territoire ou au niveau national ou même à l'international. Ça passe par de la transparence sur les carrières, sur le contenu des emplois qui sont proposés et sur les compétences attendues pour rassurer finalement les personnes, comme vous le disiez à l'instant, sur la faisabilité pour les femmes de tenir les postes dans l'industrie. On ne s'appuie plus nécessairement sur la force physique. Ça passe par un certain nombre de choses autour du mentorat, de l'information, de l'équité homme-femme pour rassurer, pour encourager, pour accompagner dans ces filières. Sandrine, un dernier mot sur le groupe Prysmian. Que fait-il pour promouvoir les métiers scientifiques auprès des femmes? Je crois qu'on fait un peu la même chose en fait. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est des médias importants maintenant pour pouvoir donner envie de croire que c'est possible déjà, donner des exemples aussi, comme vous le dites, montrer des femmes en situation, prendre des carrières un peu modèles, hein, c'est-à-dire, voilà, souvent on se limite soi-même, donc voir d'autres femmes qui vous ont précédé, qui ont réalisé des choses. En tout cas, chez Prysmian, on a beaucoup d'exemples, et je pense à beaucoup de mes collègues dans certains secteurs comme la R&D ou l'informatique, qui offrent des opportunités. Donc oui, les médias, et comme on l'a déjà évoqué, nos programmes d'intégration dédiés avec un soutien très fort en termes de formation et de soutien interne en mentorat. Merci beaucoup Sandrine et Patrick pour vos témoignages qui sont très positifs, très encourageants. On comprend qu'il n'y a aucune fatalité, mais un état d'esprit à faire évoluer, et on comprend que c'est tout à fait possible et sans doute moins compliqué qu'on ne le croit. Sans plus attendre, nous vous donnons la parole à vous qui nous regardez pour une session de questions et réponses. Si vous avez des interrogations, nos invités seront heureux d'y répondre. Nous allons pouvoir traiter 4 questions. Les autres questions, n'hésitez pas à les poser, nous y répondrons plus tard par email. Je prends la première question qui s'adresse à vous, Sandrine. Comment pourriez-vous décrire la culture d'entreprise de Prysmian Group concernant l'inclusion? La culture de Prysmian Group est une culture facile, je dirais, simple. En fait, c'est une de nos valeurs, la simplicité. Et je rajouterais, moi, la convivialité. Je suis toujours surprise de l'accueil que tel ou tel me fait par téléphone, en me proposant de me tutoyer très rapidement et en faisant finalement aucune différence. Et donc, le genre n'a pas sa place. Et plus largement, on accueille toutes les nationalités également. Donc, très facile de relationnel au quotidien, très direct et vraiment avec beaucoup de plaisir, on se lève le matin pour venir travailler. Une autre question, celle-ci est pour vous, Patrick. Quand vos clients vous demandent de leur présenter autant de candidats que de candidates pour un poste scientifique, est-ce que cela pose une difficulté? Évidemment, comme déjà un peu rappelé tout le long de notre présentation, nous rencontrons les mêmes difficultés qu'un certain nombre de personnes sur le marché, évidemment. Maintenant, nous sommes un acteur du recrutement, nous sommes un acteur RH du recrutement. Pour rappel, chez Manpower, nous avons une très grande majorité de femmes dans les équipes, à tous les postes, y compris les postes plutôt nécessitant des compétences scientifiques.
Donc nous avons effectivement des moyens pour attirer ces femmes dans ces filières, notamment au travers, comme on le disait tout à l'heure, de forums emploi ou de présentation de carrière, d'aller au niveau des territoires pour finalement rencontrer les futures candidates, pour promouvoir certains cursus ou certaines filières. Donc nous avons les moyens de développer notre vivier, d'accompagner finalement ces besoins d'équité que nous demandent nos clients dans certains processus de recrutement. La question suivante s'adresse à vous, Sandrine. Quels sont les objectifs de Prysmian Group dans les années à venir pour poursuivre sa démarche en faveur de l'intégration des femmes? Globalement, au niveau mondial, la volonté de Prysmian est d'augmenter la proportion de femmes dans les effectifs. Donc, d'ici 2030, nous avons annoncé des objectifs très ambitieux. Ça prend déjà à l'embauche avec une forme d'équité et on va essayer donc d'élargir, comme vous l'avez dit, à toutes les candidates femmes les postes qui seront à proposer. C'est d'assurer aussi l'égalité de salaire, même si on n'en a pas parlé. Le zéro gap fait partie des objectifs de Prysmian. Et bien sûr, 30% dans les rôles et les postes de direction, c'est un objectif qui est très ambitieux pour les femmes. Donc, entre autres, donc 500 personnes aussi au niveau recrutement globalement dans les métiers des sciences et techniques. Tout ça réuni fait une belle page à écrire. Nous avons une dernière question pour vous. Comment Prysmian Group compte accompagner les nouvelles recrues pour leur permettre d'évoluer dans l'entreprise? Alors, on a parlé du programme STEMIT. Effectivement, ce n'est pas uniquement réservé aux femmes, mais ça se veut bien sûr ouvert aux candidates. Et donc, l'objectif en 2022 est de recruter une centaine de personnes. Et le recrutement est suivi d'un engagement de mentorat, de formation, de proposition d'opportunités de carrière. Et donc, c'est ça la proposition de Prysmian à très court terme pour donner un élan à cette envie. Merci à tous les deux pour vos réponses sur ce plateau. Nous ne manquerons pas de répondre par mail aux autres questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui. Et maintenant, nous en venons au questionnaire qui vous est soumis. À vous toutes et tous qui nous regardez, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, le groupe Prysmian souhaite recueillir votre point de vue sur les principaux thèmes de sa matrice de matérialité. En mettant en relation les points de vue des parties prenantes internes et externes, la matrice permet de déterminer les thèmes importants qui doivent impérativement être traités et analysés dans le cadre de la stratégie RSE du groupe Prysmian et dans le bilan associé. En vous appuyant sur votre connaissance du groupe Prysmian et de sa chaîne de valeur, nous vous remercions de noter pour chaque thématique son impact sur l'économie, l'environnement et les personnes, y compris les impacts sur les droits humains. Il s'agit de donner une note sur une échelle de 1 pour aucun impact à 5 pour impact élevé. Les résultats ne seront pas partagés à l'issue du vote en direct, mais seront présentés dans la matrice de matérialité publiée chaque année dans le rapport RSE de Prysmian Group. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Sandrine, merci Patrick. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis en France et ailleurs dans le monde.